Il est 13 h à Abidjan. Bienvenue dans votre édition. Madame, monsieur, bonjour. Tout de suite, les titres. Intoxication alimentaire à Niangban, dans la sous-préfecture de Djebonoa, département de Bouaké. La consommation d'une bouillie de maïs exposée à des herbicides a fait au moins 8 morts. Plusieurs enfants sont hospitalisés au CHU de Bouaké. Tristesse et désolation dans le village. Nous en parlons dans ce journal. Sensibilisation au respect des panneaux de signalisation au carrefour Akwaba dans la commune de Port-Boué. Depuis le samedi 16 septembre dernier, des panneaux de signalisation ont été installés en ces lieux où sont entrepris des travaux d'aménagement, des indications qui devraient contribuer à fluidifier la circulation dans cette zone. Et puis à Goma, en République démocratique du Congo, les familles des victimes de la répression militaire qui a coûté la vie à plus de 50 civils le 30 août dernier ont été convoquées par le gouvernement. Il est question désormais de procéder à l'inhumation des corps. Voilà pour les titres. On se rend tout de suite à Bouaké pour parler de cette intoxication alimentaire à Niangban, c'est dans la sous-préfecture de Djebonoa. La consommation d'une bouillie de maïs exposée à des herbicides a fait au moins 8 morts dans la localité. Plusieurs enfants sont hospitalisés au CHU de Bouaké. Tristesse et désolation dans le village. Notez que les autorités sanitaires sont à pied d'œuvre justement pour circonscrire le mal et prendre en charge les enfants encore souffrant de diarrhée et de vomissements. Les explications de Soro Corona. Niangban, village situé sur l'as Djebonoa-Tiebissou. 5 enfants embarquent à bord d'une ambulance pour une évacuation au CHU de Bouaké. Ces enfants âgés de 3 à 13 ans souffrent d'inconfort abdominal et de vomissements répétés. Que se passe-t-il dans ce village? Au domicile du chef, la désolation et l'affliction se lisent sur le visage des populations en larmes. En effet, depuis le samedi 16 septembre, une situation inhabituelle sévit dans le village. Tout est parti de la consommation d'une bouillie de maïs. Comme d'habitude, chaque matin, on prend de la bouillie avec la dame pour aller. Les enfants ont bu aux environs de 11 heures. Ils ont commencé à se plaindre de maux de ventre, suivis de vomissements et de diarrhée. Mon fils a commencé à s'affaiblir. Arrivé au village, son cas a commencé à s'aggraver. À Djebonoa, on nous a conduits au CHU. C'est vers 21 heures qu'il est mort. Quelle est alors l'origine de cette intoxication alimentaire? L'inspection sanitaire que nous avons réalisée chez la dame qui confectionne la bouillie a permis de retrouver la farine de bouillie exposée dans la chambre et avec à proximité 3 pots d'herbicides. Et donc nous suspectons une toxi-infection alimentaire par contamination par ces herbicides-là. Au cours de ce phénomène, nous avons enregistré 72 cas de personnes qui ont présenté des signes de diarrhée, de vomissement, de douleur abdominale. Nous avons enregistré 8 décès, dont 3 décès dans la communauté, c'est-à-dire dans le village, et 5 autres décès lors de la prise en charge au CHU de Bouaké. Parmi les 8 décès enregistrés se trouvent les 2 enfants de la vendeuse de la bouillie. Sur place, une équipe de la direction régionale de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle examine et prend en charge les habitants du village. Une équipe multidisciplinaire avec des médecins, des psychologues, des pédiatres pour détecter les cas. Donc déjà, ceux qu'on peut prendre en charge sur place, on les prend en charge et ceux qu'on peut évacuer, on les évacue au CHU. Le service de la surveillance épidémiologique de l'Institut national de l'hygiène publique de Bouaké appelle les populations à la vigilance. Il faut éviter la manipulation de ces produits-là, des herbicides, des pesticides, parce qu'il peut arriver des contaminations accidentelles. À la direction régionale, le comité de veille et de surveillance est réactivé. Composé des agents de l'Institut d'hygiène, du CHU de Bouaké, de la Direction régionale de la santé, le comité travaille à approfondir les analyses sur les prélèvements faits sur la bouillie contaminée. Voilà, les autorités sanitaires sont donc à pied d'œuvre pour circonscrire le mal et prendre en charge les enfants encore souffrants, des enfants à qui nous souhaitons prompt rétablissement. Les inspecteurs d'État se forment sur l'audit de performance. Démarré le lundi 18 septembre dernier, le séminaire de formation initié à leur attention se poursuit jusqu'au vendredi 22 septembre prochain. Thème retenu, techniques et outils d'audit de la performance, normes, cadre méthodologique et mise en œuvre. C'est avec Angela Diallo et Alexis Zaoudraogo.
qu'on en parle. Des inspecteurs d'État des pays membres du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées FIGE sont instruits à Abidjan. Pendant 5 jours, ils bénéficieront d'une formation sur l'audit de performance et ses spécificités. L'objectif, permettre de développer de nouvelles connaissances techniques liées à l'exercice de leur métier. Cette formation s'arrime à point nommé et ça nous permet de pouvoir mieux être outillés pour contribuer, n'est-ce pas, à la promotion de la bonne gouvernance. Cette deuxième session de formation est à l'initiative de l'Institut du FIGE. Le thème de cette deuxième session n'est pas le fruit du hasard. Il résulte du plan de formation 2023 de l'Institut du FIGE qui ambitionne de renforcer les compétences des acteurs de contrôle d'État dans les missions d'audit de performance. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli félicite la mise en place de ce séminaire qui vient renforcer les capacités des inspecteurs. Nous faisons un métier très technique. Il faut que tous ceux qui y sont, ceux qui exercent ce métier, soient suffisamment bien formés. Nous sommes passés à un autre niveau. Au lieu d'examiner la comptabilité, les finances, etc., maintenant, on veut aller plus loin, la performance. La première session de formation s'est tenue en juillet dernier sur la normalisation. Le FIGE, association sous-régionale qui regroupe 20 États africains, est engagé dans la lutte contre la fraude et la corruption sur le continent. Une quarantaine d'agents du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, honorés par la République. Une remise de distinction qui s'inscrit dans le prolongement de la commémoration du 20e anniversaire de cette structure de financement agricole. Notez qu'en 20 années d'expérience, bien plus de 900 projets ont été financés. Lanciné Bakayoko. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole a pour rôle de mobiliser les ressources financières auprès des filières agricoles, de l'État et des partenaires techniques et financiers. Objectif, améliorer la compétitivité des filières et accroître la productivité des différentes spéculations. 39 agents de cet important organisme d'État ont reçu des distinctions. La distinction à la médaille d'honneur du travail est la récompense de la République de Côte d'Ivoire pour les services honorables, la fidélité et la loyauté des travailleurs qui, pendant plusieurs années, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour participer au rayonnement de leur entreprise. Cette distinction est certes une fierté, mais constitue surtout un signal fort pour nos collègues qui ne font pas partie de la liste d'aujourd'hui. L'abnégation au travail, le professionnalisme, la loyauté envers l'employeur finiront toujours par payer à travers la reconnaissance de la nation. En 20 ans d'existence, le FIRCA a déjà exécuté 900 projets en faveur de 25 filières agricoles. Les domaines d'activité financés par le FIRCA couvrent notamment la recherche agronomique forestière appliquée, la conduite d'expérimentation et de démonstration pour la transmission du savoir entre la recherche et l'exploitation, la recherche technologique pour l'amélioration des produits agricoles et des produits transformés, la diffusion de connaissances par l'information, la démonstration, la formation, le conseil technique et économique. Ces actions ont contribué à promouvoir plus d'une centaine d'innovations et touché au moins 1 million de producteurs par an à travers des programmes de recherche et d'assistance technique ainsi que de formation aux métiers agricoles. Budgétisation sensible au genre. Le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF-BAD forme les agents du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en la matière. Il est question de favoriser l'appropriation et la pratique de la planification et de la budgétisation sensible au genre dans les différents ministères et autres institutions de l'État. Ouverte le 14 septembre dernier, la formation se déroule jusqu'au 27 septembre prochain et c'est avec nos reporters qu'on en parle.
Intégrer les valeurs de la bonne gouvernance dans les pratiques financières de l'administration, renforcer les capacités des animations de cellules genre et expliquer le concept de budgétisation sensible au genre dans les ministères et institutions, tels sont les objectifs de la formation menée par le projet d'appui à la gestion économique et financière aux agents du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Les femmes sont moins impliquées dans les processus décisionnels. Également, elles sont défavorisées dans l'allocation des ressources. Donc, c'est des éléments qu'il faut absolument arriver à corriger si on veut réussir ce qu'on appelle le développement durable. Une occasion pour bénéficier du budget sensible genre. Prendre en compte nos enfants, les jeunes, les femmes, les personnes porteuses de handicap. Alors on parle de développement inclusif et c'est ça la solidarité de l'État de Côte d'Ivoire à toutes les populations. Donc nous sommes dans la démarche stratégique pour permettre aux uns et aux autres de bénéficier des retombées de notre développement. Pour la représentante du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, cette formation vient aider le ministère à promouvoir le genre en Côte d'Ivoire. Pour le compte de la Côte d'Ivoire, c'est un gain d'avoir des formateurs qui vont assurer le relais. Et le budget sensible aux gens est une question très importante dans le développement, dans la démarche de l'institutionnalisation du genre en Côte d'Ivoire. Cette initiative permettra aux femmes de renforcer leurs capacités afin de s'approprier les bonnes pratiques de la budgétisation sensible aux gens et de faire la promotion de ce concept dans les différents ministères en Côte d'Ivoire. Et nos reporters n'étaient autres que Patricia Omouetia et Célestin Frodo. On fait à présent un peu de lobbying pour la destination Côte d'Ivoire. Le ministère du Tourisme et de l'Olympique de Marseille viennent d'établir un accord de coopération partenariat qui intervient à l'orée de la CAN prochaine que la Côte d'Ivoire se prépare activement à accueillir. Ce sera en janvier 2024. Il s'agit de faire donc connaître et de valoriser le pays, notamment dans le monde du sport. Et le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, était au siège justement de l'Olympique Football de Marseille où il a eu des rencontres avec des responsables du COB et également des médias français. Envoyé spécial pour la RTI, Herman Guivet, qui y était également. En provenance de Paris, direction Marseille, la ville portuaire. Immersion au cœur d'un temple du football européen, l'OM, l'Olympique de Marseille. Une immersion rendue possible grâce à la consolidation du partenariat entre le ministère du Tourisme de Côte d'Ivoire et le club de football européen, dénommé Sublime Côte d'Ivoire. Sitôt arrivé sur les lieux, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, répond sans détour aux multiples questions des journalistes européens désireux d'en savoir davantage sur la nature de ce partenariat. La stratégie Sublime Côte d'Ivoire qui a été arrêtée de commun accord avec le cabinet McKinsey vise à faire en sorte que la France, qui est le premier marché émetteur de trafic en direction de la Côte d'Ivoire au plan touristique, puisse davantage avoir des prescripteurs qui vont prescrire la destination et qu'il y ait plus de visibilité à travers la visibilité qu'on peut avoir grâce à ce partenariat pour que par un effet de levier, nous boostons la destination et faire en sorte que les avions de la France en direction de la Côte d'Ivoire se remplissent davantage et que la destination soit prisée par tous et que la destination telle que stipulée permet véritablement d'atteindre notre objectif de monter dans le top 5 des destinations les plus prisées au plan touristique sur le continent africain. Plus que sublime, je dirais la Côte d'Ivoire est sublimissime. À ses côtés, Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. En entretien éclaté ou en privé, Siandou Fofana convainc ses interlocuteurs. La stratégie semble bien payée, car sur les maillots des joueurs, sur les panneaux publicitaires, en écran LED 4x3, la beauté de la Côte d'Ivoire est partout proclamée. Le stade Vélodrome de Marseille, où des légendes ivoiriennes comme Bakary Koné, Didier Drogba ou Basile Boli ont fait trembler les filets. Parlons justement de Basile Boli, on le retrouve ici avec Jean-Pierre Papin, ex-gloire du football français, posé pour la postérité aux côtés du ministre du Tourisme, Siandou Fofana. L'affiche du jour, l'Olympique de Marseille croise le fer avec le Toulouse Football Club. Les deux équipes entament leur séance d'échauffement. Le mercure monte d'un cran dans le stade. La grande bataille des supporters a déjà commencé dans les tribunes.
avant l'heure et la sublime Côte d'Ivoire, par ses allées et venues incessants sur les écrans, est bien présente dans la partie. Le match se solde par un nul entre les deux équipes. Au terme de la rencontre, l'international ivoirien évoluant à Marseille, Bamo Meïté, est allé offrir son maillot au ministre du Tourisme, Siandou Fofana. De retour en Côte d'Ivoire, menu varié pour la commémoration des 20 ans de l'intelligent d'Abidjan, conférences, débats, expositions, panels, échanges avec des partenaires, mais également du sport. Une marche sportive va justement ponctuer cet événement. Aux côtés du premier responsable du journal Alafé Wakili, le représentant du directeur général de la RTI, David Mobio, également plusieurs personnalités du monde de la presse qui prenaient part à une séance de fitness rapportée ici par Arsène Kouassi. L'heure était à la fête au quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Après 2 décennies d'existence, le journal célèbre ses 20 ans. Une date anniversaire marquée par une marche sportive longue de 2,5 km. Du Sofitel Hôtel Ivoire en passant par la locodrome de Cocody, ces hommes de presse et plusieurs lecteurs du journal L'Intelligent d'Abidjan arpentaient les artères de la commune jusqu'à la maison de radiodiffusion, télévision ivoirienne RTI. Le tout couronné par une séance de fitness et de relaxation. Cette étape des 20 ans de vie, de fonctionnement du journal Intelligent est une étape hyper importante parce que le sport, c'est la santé. Le sport, c'est la vie. Le sport, c'est le bien-être. 20 ans, ce n'est pas 20 jours, ce n'est pas 20 mois non plus. Il fallait marquer cette étape-là de cette façon. Nous avons voulu montrer la vivacité, le dynamisme de l'Intelligent d'Abidjan, cette capacité de mobilisation d'un journal avec les lecteurs, avec la population et la société civile. Vous avez vu, les gens sont venus nombreux. Nous avons profité pour leur dire merci à tous ceux qui ont permis cela. Autre moment fort de cette journée dédiée à la fraternité, la minute de silence observée en mémoire du journaliste Laurent Okwe, ex-vice-président de l'UNJCI, décédé dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 septembre 2023. Plus de 300 personnes ont participé à cette journée sportive qui s'est achevée dans la soirée par un dîner gala au Sofitel Hôtel Ivoire. Sénatorial 2023, fini le scrutin. L'élection des sénateurs a eu lieu le samedi 16 septembre dernier, vous vous en souvenez certainement. Place désormais à la phase de contentieux. Les candidats ou les partis politiques disposent donc de 3 jours dès la proclamation des résultats pour déposer leurs réclamations auprès du Conseil constitutionnel qui lui également aura 3 jours pour statuer. Explication, Sidonie Davila. Après le déroulement des élections sénatoriales ce samedi 16 septembre, la phase cruciale du contentieux électoral prend désormais le devant de la scène. Cette étape, vitale pour assurer la transparence et l'équité des élections, est maintenant entre les mains du Conseil constitutionnel. Vous avez 3 jours pour saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a 3 jours également pour statuer sur les différentes réclamations. Ce après quoi, la commission électorale indépendante va proclamer le résultat définitif. Les résultats proclamés à l'issue du scrutin sénatorial de ce samedi ne sont que temporaires. Ils ne deviendront définitifs qu'une fois que toutes les contestations auront été traitées par le Conseil constitutionnel. À la différence des élections parlementaires, au titre desquelles il y a l'élection des députés et l'élection des sénateurs, l'élection locale, la proclamation des résultats est définitive. Alors que dans l'hypothèse des députés et des sénateurs, la proclamation qui est faite par les soins de la commission électorale indépendante est provisoire. On n'utilise pas du provisoire pour faire ce qui est durable. C'est parce que le résultat des élections locales est définitif que nous l'utilisons pour en faire le corps électoral pour la sénatoriale. Les réclamations soumises au Conseil constitutionnel peuvent concerner divers aspects du processus électoral, tels que des irrégularités survenues pendant le déroulement du scrutin ou des doutes quant à la validité des résultats. Ce ne sont pas toutes les irrégularités qui emportent annulation, seules celles qui entachent la sincérité du scrutin et en affectent le résultat d'ensemble qui peuvent emporter l'annulation.
Avec la conclusion des élections locales et sénatoriales, le cycle électoral est désormais complet en Côte d'Ivoire. La CEI se félicite de son professionnalisme tout au long de ces élections. Elle invite également la population à avoir confiance en son travail, soulignant son engagement envers la transparence et la démocratie dans le pays. On parle sécurité routière à présent, sensibilisation au respect des panneaux de signalisation au carrefour Akwaba, c'est dans la commune de Port-Bouët. Depuis le 16 septembre dernier, des panneaux de signalisation ont été installés en ces lieux où sont entrepris des travaux d'aménagement, des indications qui devraient contribuer à fluidifier la circulation de plus en plus dense dans cette zone du fait donc des travaux en cours. Eh bien, pour faire passer le message, l'ONG interafricaine pour la promotion de la santé et des droits de l'homme fait de la sensibilisation sur place. C'est avec Davis Oyo qu'on en parle. Au rond-point du carrefour Akwaba se dressent désormais de nouveaux panneaux de signalisation. Les usagers en provenance de Makori et de Grand Bassam observent des déviations. Ces nouvelles indications font l'objet de sensibilisation. Une action portée par l'ONG interafricaine pour la promotion de la santé et des droits de l'homme. Ce jour, elle déploie ses équipes sur le terrain. Il était important pour nous, dans une approche de proximité, de dire aux habitants de Port-Bouët, de Koumassi et de Makori que leur environnement a changé et qu'il est important qu'ils puissent s'adapter à la déviation. Pour toucher le maximum d'usagers, l'organisation se fait aider par l'OSER, l'Office de sécurité routière et l'AGEROUTE, maître d'ouvrage des travaux d'aménagement du carrefour Akwaba. Lorsqu'on regarde les accidents de la circulation, à plus de 90%, voire 95%, c'est nous les êtres humains qui sommes responsables. Et les conducteurs, je dis bien les conducteurs, ils sont responsables de plus de 61% de ces accidents. D'où la nécessité, l'importance, je dirais même l'urgence de leur parler. Alors il fallait qu'on leur présente cette nouvelle déviation afin d'éviter des risques d'accident. Ces enseignes s'inscrivent dans la première phase du plan de circulation en vigueur sur le carrefour Akwaba. Des séances d'information sont prévues également sur d'autres chantiers du district autonome d'Abidjan. Et on se rend dans la commune de Yopougon pour poursuivre ce journal sur l'axe Sipores-Port-Bouët 2. Difficile de se frayer un chemin, vous le verrez, entre les commerçants installés de façon anarchique, les lavages auto, les véhicules de transport en commun, garés ça et là. Une véritable galère en tout cas pour les usagers qui ont bien du mal à circuler et l'insalubrité ne vient pas pour arranger les choses. Une de nos équipes de reportage a tenté de s'y frayer un chemin, mais pas du tout facile, c'est ce que nous rapporte Didier Nguessa. Yopougon, carrefour Sipores et l'intersection de Port-Bouët 2, distant de moins d'1 kilomètre. Mais relier ces deux points névralgiques est un parcours du combattant. Entre les commerçants installés sur les trottoirs, les transporteurs qui chargent en bordure de route, transformant une partie de la chaussée en gare routière, les lavages auto dont les eaux usées humidifient la voirie et le chevauchement des tricycles, le trajet se transforme en véritable bouchon. C'est côté la voie là qui nous fatigue un peu parce que là, il y a beaucoup d'embouteillages. Il n'y a même pas de route, mais tu vois, ouais, tout est gâté ici. Hein. Pour quitter ici pour aller à Dabou, là, on prend le temps. Hein. Matin même là, c'est pas la paix. On vient ici, on nous met ici, on nous met ici. Hier même, il y a une voiture, il a fallu quoi, un jeune ici. Bon, le marché aussi est gâté, on n'a pas de place, donc on n'a pas le choix. C'est ça, on vient se débrouiller. Donc, c'est quoi, c'est pas parce que ça nous arrange, mais vraiment, on ne sait pas où mettre la tête. Voilà pourquoi nous sommes là. Les transporteurs rejettent la faute sur les commerçantes qui accusent les mécaniciens qui, à leur tour, indexent les lavages automobiles et les vendeuses. Non, on se débrouille dans la rue ici. Et regarde les barras, il faut regarder les trous. Les gens pissent n'importe où. Où on vend même, il y a odeur de pipi. On ne sait pas comment faire. Marcher, mais on n'a pas ça marcher parce qu'on est en bas de route, on n'est pas sur marché. Le marché est bientôt, mais la route va commencer, ils vont nous chasser. Dans la conduite, on ne peut jamais dire que non, telle personne roule bien. Tout le monde, même que ça soit personnel, si ça soit baka, si ça soit tricycle, c'est la vitesse, ça roule. Mais c'est à toi de maîtriser ton frein. Il faut savoir rouler, ou il faut savoir sortir. Dans les carrefours, avant de sortir, il faut garer.
pour regarder les deux voies, gauche, droite, avant de sortir. Mais si l'autre est pressé, moi je suis pressé, c'est accident, on va poser. On a un problème de gare. Problème de gare, les femmes aussi nous gênent ici. Le matin, il y a palabre ici. L'électricité de gare, quand le bac a dit quitter, c'est palabre. Entre eux et nous, là, vraiment, on n'arrive pas à s'attendre. Avant, nous, on était ici. Nous, on était dedans. On n'était pas sur la route. Il n'y avait pas de problème. Depuis, le coin est devenu gare, marché. Tu ne peux même pas passer. Souvent, on prend les voitures, on va aller payer des pièces à la Ciporès, au sable comme ça. Tu ne peux pas, on est obligé de faire le tour pour aller sur l'autoroute, aller sortir jusqu'au sable. Vraiment, il y a cafouillage. Des sables jusqu'au carrefour ici. La route là même, là, souvent, il y a des chauffeurs de bagarres qui coignent des femmes, ça devient un problème sur eux. Vraiment, ici, là, il y a désordre, la vérité. Donc, moi, je sais que là, le mec qui est là, je lui fais confiance, je sais qu'il va gagner espace pour nous, les mécaniciens. Les uns rejettent la faute sur les autres, mais ils sont pour la plupart installés sur ces hautes tensions électriques dans un décor pour le moins dégradant, s'exposant au risque d'électrocution. Les embouteillages occasionnés suite à ce désordre créent des désagréments au voisinage, notamment les établissements d'enseignement technique et professionnel qui jouxtent ces commerces. C'est sous la haute tension. Il y a les pylônes qui sont là, donc ça veut dire que normalement, cette voie devait être libre. Mais comme ce n'est pas respecté, chacun s'est installé de façon anarchique et il y a un désordre pas possible. Le matin, c'est pratiquement 1h et 1h30 qu'on met pour venir au boulot. Moi, je vis à Nanéré, Carrefour, Oasis. Normalement, c'est 3 minutes de trajet. Mais je vous assure que si je ne prends pas le chemin à 5h30, 6h, je ne peux pas être au boulot à 7h. Ces difficultés sont communes aux 7 établissements techniques et professionnels installés sur cette plateforme. Souvent, nos apprenants sont malades, il y a des urgences. On doit les transporter à l'hôpital, dans les cliniques. Mais je vous assure que même avec les véhicules particuliers, difficile de se frayer un chemin. Ciporès, Pobwe 2, un axe difficultueux mais pas désespérant. Un lieu d'espoir s'annonce avec ces travaux d'extension de la voirie en cours de réalisation. Désengorger cette route reste le défi auquel devra faire face le nouveau conseil municipal élu de Yopougon. Et on quitte la circulation pour nous intéresser à présent au programme du gouvernement pour la jeunesse. Plus de 37 000 jeunes enrôlés dans le cadre du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. L'opération entre dans sa deuxième phase. Le budget est estimé à un peu plus de 12,3 milliards de francs CFA et Sephora Zegui nous dresse justement le bilan des différentes étapes depuis le lancement de ce programme. Lancé le 7 juillet 2023 à Ferkessédougou, la deuxième phase du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord vient de boucler son étape d'enrôlement pour la recherche des 30 632 bénéficiaires attendus au cours de cette phase, pour un budget estimé à plus de 12 milliards de francs CFA. Le coordonnateur du projet revient sur les détails. Il est question donc d'accompagner 1000 bénéficiaires à travers des formations par apprentissage, 500 bénéficiaires à travers des formations de reconversion et de requalification, 3000 bénéficiaires pour l'obtention du permis de conduire, 3000 bénéficiaires à mettre en activité temporaire et ensuite à accompagner à travers des AGR pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, 8000 bénéficiaires de subventions pour pouvoir financer donc des activités génératrices de revenus déjà créées dans ces zones, 6 295 bénéficiaires de prêts pour des activités génératrices de revenus, prêts compris entre 100 000 et 1 million, et de micro et petites entreprises qui vont donc de 1 million à 5 millions de francs CFA. Mamadou Touré, après avoir dressé le bilan satisfaisant du processus, en dit plus sur la suite. Ce programme vise essentiellement la prise en charge donc, de jeunes pour les rendre moins vulnérables. Cette année, initialement, visait 14 000 jeunes. Mais comme nous sommes dans l'année de la jeunesse, sur instruction du Premier ministre, nous avons porté ce chiffre de 14 000 à 30 632 jeunes. Donc, de juillet jusqu'à fin août, nous avons lancé les inscriptions et aujourd'hui, nous avons annoncé qu'il y a près de 37 000 jeunes
qui sont enrôlés dans différents programmes. Après la préinscription de ces 37 000 jeunes, les comités locaux, notamment les comités présidés par les préfets et les sous-préfets, en lien avec les organisations de jeunesse, les structures techniques donc, de nos différents ministères, vont travailler à profiler ces 37 000 jeunes. Et le 2 octobre, nous allons donc publier la liste des 30 632 jeunes qui ont été retenus. Et ces jeunes vont commencer effectivement les activités le 10 octobre. Pour rappel, les listes seront publiées du 2 au 7 octobre prochain dans l'ensemble des régions et sur les plateformes du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Pour ce qui est des AVEC, Association villageoise d'épargne et de crédit, le processus de sélection se fera du 10 octobre au 15 novembre 2023. Et on parle immigration clandestine à présent. L'ONG Barreau s'engage dans la lutte. L'organisation sensibilise les jeunes sur le phénomène. Il est question pour les membres de cette ONG de faire des propositions en vue donc de décourager les éventuels candidats et leur faire également des propositions pour des alternatives. Frédéric Oulaï, Franck Wadio. Les aventures périlleuses de l'immigration clandestine n'ont que fait trop de victimes. Des victimes, mais aussi des témoins vivants. Et toutes les lucarnes sont du pain béni pour s'exprimer. Je suis partout au Koweït. Étant là-bas, on a vécu des choses. Le travail était énorme. C'est de l'esclavage, au fait. Et avant de partir aussi, dis-toi que déjà, on t'a déjà acheté pendant que tu es ici. Ils ont déjà payé ton prix là-bas. Donc, même si tu pars, tu n'auras pas ton passeport, tu ne peux pas sortir. Comme si tu es dans une prison, mais tu as un petit salaire. N'est pas différent des prisonniers aussi. Rester au pays, c'est encore plus mieux. Des migrants de retour qui ont le soutien d'entités telles le ministère du Tourisme. Ce panel vise à sensibiliser. Thème choisi, la Côte d'Ivoire réseau, je suis calé. Immigrer n'est pas en soi un danger, n'est pas en soi un crime, mais c'est le fait de le faire de façon clandestine qui est dangereuse. Il est important que nous puissions attirer l'attention de nos jeunes frères, de nos enfants, pour dire que les risques qu'ils prennent en voulant émigrer clandestinement ne sont pas justifiés par les bénéfices qu'ils vont en tirer. Il est préférable de prendre le temps, de réfléchir sur place ici, identifier les opportunités et les réaliser. Nous sommes à une période où il y a beaucoup de projets qui sont mis en œuvre pour les jeunes. Et c'est donc bon pour nous de venir nous exprimer devant ces jeunes-là, leur donner de l'espoir, en leur présentant le dispositif qui existe et qui est fait pour eux, en faveur de cette jeunesse. Une démarche incitative, l'on est mieux que chez soi. Et l'écrivaine Mawa Bakayoko, aussi présidente d'ONG, interpelle. La Côte d'Ivoire est zo, je suis calée. Nous avons tous ce regard-là sur l'embellie que la Côte d'Ivoire présente aujourd'hui. On dira que tout n'est pas parfait, mais il y a quand même des pistes aujourd'hui de solutions qui se présentent énormément à tous ces jeunes-là. Ce phénomène de l'immigration clandestine est une réalité. Il y a toujours quelque chose à faire là où on est. Aller mourir dans la Méditerranée n'est pas la solution. Interpeller, mais aussi proposer des initiatives et alternatives comme solution aux problèmes de l'immigration clandestine sont de plus en plus envisagées. Et une bonne place est faite à l'entrepreneuriat. Et on termine à Goma, en République démocratique du Congo, où les familles des victimes de la répression militaire qui a coûté la vie à plus de 50 civils le 30 août dernier ont été convoquées par le gouvernement, cela afin de procéder à l'inhumation des corps déjà en décomposition près de 3 semaines après cette violente répression contre des manifestants qui disaient non à la présence de l'ONU. Notez qu'à Goma, les familles réclament justice. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Prochain rendez-vous de l'information, 15h.